La Grande École présente Histoire de la France contemporaine, de 1815 à nos jours, par Samir Saul. Cours 1. La Restauration, 1815-1830. Bonjour, bienvenue à ce cours sur l'histoire de la France contemporaine, depuis 1815 à nos jours. Aujourd'hui, nous allons traiter la période après 1815, c'est-à-dire la restauration de la monarchie, après la chute de l'Empire napoléonien. On est au lendemain de la bataille de Waterloo en 1815, perdue par la France, perdue par Napoléon Ier, et donc la chute du Premier Empire napoléonien. La plus grande partie du XIXe siècle français se déroule sous l'influence de la Révolution française. C'est l'enjeu dominant. Que faire de l'héritage de la grande Révolution française? Faut-il conserver ses acquis? Si oui, quels acquis conserver? Ces acquis sont-ils définitifs ou pas? Est-ce que la Révolution française est réversible ou est-ce qu'elle est désormais établie comme une donnée fixe dans l'histoire du pays? Bref, comment conclure ce grand bouleversement? Comment terminer la Révolution française? C'est la grande question posée pour tout le XIXe siècle français. Entre autres, la grande question qui revient pour au moins quelques décennies, c'est quel sera le régime politique de la France? Depuis 1789, depuis la Révolution, la France a connu la monarchie constitutionnelle en 1789 jusqu'à 92 environ. Elle a connu ensuite la République, 1792 jusqu'à l'Empire. Et enfin, elle a connu l'Empire napoléonien à partir de 1804. Donc 3 régimes différents en très peu de temps. Après Waterloo, après la défaite de Waterloo en 1815, la France est occupée militairement par les armées des puissances européennes qui ont remporté la victoire. Elle va être un pays occupé jusqu'en 1818. Et la monarchie est restaurée suite donc à la victoire de Waterloo. De sorte que la monarchie est entrée en France, comme disent ses ennemis, dans les fourgons de l'étranger. Le roi est un Bourbon, de la famille des Bourbons. Louis XVIII, c'est le nouveau roi, c'est le roi qui s'assoit sur le trône en 1814, et le frère de Louis XVI, qui a été guillotiné en janvier 1793, durant la Révolution. Alors la question qui se pose, Louis XVIII sera-t-il un roi absolutiste, un roi de droit divin, un monarque de droit divin, comme les monarques de l'Ancien Régime, avant 1789? C'est la question qui se pose. Est-ce une restauration de l'Ancien Régime? Essayons donc de comprendre, et c'est notre but dans cette séance, ce qu'est la restauration. Est-ce qu'il s'agit d'une restauration de l'Ancien Régime ou d'une restauration d'autre chose? Nous voulons vérifier si la restauration constitue un retour authentique, complet, à l'Ancien Régime. Louis XVIII a compris qu'il fallait composer avec certaines réalités postérieures à la Révolution, comme par exemple une constitution. Il ne pouvait pas ignorer que les Français s'étaient habitués à un régime en tout cas un régime constitutionnel, et le retour intégral à l'Ancien Régime était impossible sur ce plan. En 1814, à son retour sur le trône, Louis XVIII octroie une charte constitutionnelle qui est une sorte de constitution pour la France, mais qui est octroyée par lui, car il ne veut pas que la souveraineté soit une souveraineté populaire. Il veut que la source de la souveraineté soit le roi, et non pas le peuple, non pas les Français. De sorte qu'il ne fait aucune concession au principe de la souveraineté nationale ou de la souveraineté populaire. Le roi accorde une constitution comme un don gracieux de sa part, et il demeure donc en principe un roi absolu, parce que c'est un roi par la grâce de Dieu, entre guillemets, qui a remis ou qui a accordé une constitution aux Français. Voilà pour le plan politique.
Mais au point de vue civil, là les choses sont différentes. Le roi fait des concessions. La Restauration fait des concessions à divers principes reconnus depuis la Révolution, des principes essentiels à la Révolution française. Par exemple, l'égalité devant la loi est reconnue par la Charte, et c'est un des grands acquis de la Révolution française. L'égalité devant l'impôt est aussi un des acquis de la Révolution française, qui n'est pas remis en cause par Louis XVIII et par la Charte. La Charte reconnaît aussi la liberté d'expression et la liberté de culte, donc la liberté de religion, même si la religion catholique est une religion d'État. La Charte reconnaît aussi l'admissibilité de tous à tous les emplois, ce qui est un acquis essentiel de la Révolution française. L'idée qu'on pouvait accéder à un emploi par le mérite et non pas par le privilège ou par la naissance. La Charte reconnaît aussi le Code civil. Le Code civil, qui est un des acquis de la période révolutionnaire et impériale, désormais est la base de la loi en France, même durant la Restauration. La Charte reconnaît le concordat entre l'Église et l'État français, qui établit la paix religieuse en France après les bouleversements de la Révolution. La Charte maintient la structure administrative du régime impérial de Napoléon Ier. Elle n'en met pas cela en question, de sorte que sur ce plan-là non plus, il n'y a pas de retour en arrière. La Charte reconnaît l'abolition des droits seigneuriaux, de la dîme, et elle reconnaît la propriété acquise durant la Révolution française, ce qui est un point très important pour de très nombreux Français qui ont acheté des terres, qui ont acquis des terres durant la Révolution et qui ne veulent pas voir un retour des nobles et des aristocrates sur les terres qu'ils possédaient auparavant. Quant au gouvernement, le gouvernement est un gouvernement parlementaire. Il y a des chambres élues, je vais en parler dans quelques instants, élues d'une manière très restrictive, mais enfin il y a des chambres élues, et il y a un gouvernement qui est responsable devant le roi, mais pas devant les chambres. Donc le pouvoir parlementaire, le régime parlementaire est très limité. Il n'est pas intégral, il n'est pas complet. Alors pour le vote, on dit qu'il y a un vote, effectivement il y a un vote, il y a des élections, mais le vote est selon le système qu'on appelle le système censitaire, c'est-à-dire les électeurs doivent payer un certain niveau d'impôt, un niveau d'impôt d'ailleurs très élevé, pour avoir le droit de vote, ce qui réserve le droit de vote à une infime minorité de Français, car l'impôt demandé est très élevé, de sorte que les électeurs, pour ces parlements, pour les chambres à élire, ne dépassent pas les 100 000 électeurs sur une population de 30 millions. De sorte que le scrutin est très limité, et il n'y a pas du tout, c'est pas du tout un suffrage universel, loin de là, c'est un suffrage très très limité à une infime portion de la population, la portion la plus riche, la portion la plus fortunée. Ils sont alors ce qu'on appelle le pays légal, entre guillemets, le pays légal, qui est différent du pays réel, entre guillemets, qui lui compte 30 millions d'habitants. On le sait, on le voit donc, la Restauration est un compromis. C'est un compromis instable entre certains principes de la Révolution française, sur le plan civil, sur le plan juridique, et certains principes de l'ancien régime, c'est-à-dire la souveraineté du roi, la souveraineté monarchique, et un régime politique très très limité, réservé à un nombre très faible de Français. La Restauration est donc une tentative de concilier certains résultats de la Révolution française et une monarchie restaurée dans des conditions très particulières suite à la défaite donc, du Premier Empire. Louis XVIII n'est pas vraiment un roi absolutiste. Il veut gouverner au centre, il veut aller dans le sens d'une monarchie constitutionnelle, mais il n'a pas les coulées franches, car ses soutiens sont des soutiens aristocratiques, ce sont des nobles qui ont une grande nostalgie de l'Ancien Régime et qui voudraient voir l'Ancien Régime rétabli. Malgré donc sa volonté de gouverner au centre, ce sont les royalistes purs et durs, qui donnent le ton à la Restauration, et ils sont dirigés, ou en tout cas ils sont inspirés par les royalistes qui avaient émigré
durant la Révolution, qui avaient quitté la France pour s'installer dans le reste, dans les autres pays européens, en attendant le renversement du régime révolutionnaire. Les émigrés sont des royalistes affirmés, des royalistes dogmatiques. Et ce sont ces groupes qui donnent le ton à la période de la Restauration, même si Louis XVIII est un roi relativement tempéré, modéré, il est quand même poussé dans le sens de l'extrémisme par ces groupes. Une terreur blanche s'abat sur les révolutionnaires et les bonapartistes. Il y a des provocations par les royalistes contre les anciens, contre les républicains, contre les partisans de la Révolution française. Une répression très dure s'abat sur eux de la part donc de ces émigrés royalistes très, très durs, très fermes. À la campagne, les nouveaux propriétaires, ceux qui ont acquis des terres durant la Révolution française, sont inquiétés par ces nobles qui sont de retour et qui commencent à réclamer les terres qu'ils ont perdues, de sorte que les partisans de la Révolution française, ceux qui ont acheté des terres, par exemple des terres de l'Église et les terres des nobles, sont inquiets de voir un retour de l'Ancien Régime. La noblesse, donc, joue un rôle prépondérant dans l'État, et on a l'impression que c'est un retour à l'Ancien Régime, c'est un retour à la période de Louis XVI, au faste de Versailles, etc. De fait, les forces politiques durant la période de la Restauration, qui commence en 1815, donc qui va se poursuivre jusqu'en 1830, se divisent en quatre. Il n'y a pas que les nobles, même si les nobles sont les plus remuants et les plus audibles durant cette période, il y a aussi d'autres forces. Il y a d'abord, commençons par les nobles, il y a ce qu'on appelle les ultra-royalistes. Ce sont les royalistes très fermes, ceux qui souhaitent retourner véritablement à une monarchie de droit divin, à un régime absolutiste, à une monarchie absolutiste, et qui semblent être les plus actifs durant cette période. Donc, premier groupe. Mais il y a aussi deux groupes plutôt libéraux, plutôt tournés vers un régime moins passéiste, moins archaïque que celui de l'Ancien Régime. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les constitutionnels. Les constitutionnels appuient la charte. La charte octroyée par Louis XVIII à ses partisans, et ils sont les premiers partisans de la charte. Ils sont en faveur de ce qui s'appelle le juste milieu entre la Révolution et la réaction. Donc ce sont des modérés privilégiés naturellement, mais qui ne sont pas totalement acquis à un retour à l'Ancien Régime. Il y a troisièmement les libéraux, qui sont en faveur d'un gouvernement responsable, selon le principe, comme le Parlement britannique, où le gouvernement est responsable devant les chambres, et ils voudraient élargir le suffrage qui irait au-delà des 100 000 privilégiés qui votent ou qui avaient le droit de vote. Donc ils sont un peu plus libéraux d'ailleurs, sont plus libéraux que les constitutionnels. Et il y a enfin les partisans de la Révolution, c'est-à-dire les républicains, qui sont vaincus, qui ne sont pas au pouvoir, mais qui n'ont pas disparu. Ils sont des partisans de la République, ils sont plutôt démocratiques, ils veulent le suffrage universel, et le régime de la Restauration est un régime qui leur est hostile, ouvertement hostile. Eux sont des adversaires déclarés de ce régime, parce qu'ils savent bien qu'il est dirigé contre eux, et ils tentent divers soulèvements durant les années 20, des soulèvements, des coups de main, pour essayer de secouer le régime et, si possible, prendre le pouvoir, même si c'était vraiment illusoire de l'espérer à ce stade-là. De sorte qu'il y a quatre forces. La force la plus active est celle de la noblesse, celle des nobles, les ultra-royalistes, mais il y a aussi d'autres forces qui n'ont pas disparu et qui voudront se faire entendre durant les années 20 et les années 30. La phase de la Restauration se divise en deux périodes, en tout cas deux grands blocs. Entre 1816 et 1820, ce sont les constitutionnels qui sont au pouvoir. Donc le régime n'est pas un régime extrémiste, ce n'est pas un régime de retour au passé, c'est un régime relativement modéré pendant 5 ans, 1816 à 1820. À partir de 1820 et jusqu'à la fin de la Restauration, donc jusqu'à 1830, ce sont les ultra-royalistes qui remplacent les constitutionnels, qui prennent le pouvoir et dirigent la France
selon leur volonté, selon leur espoir de retourner vers le passé, de retourner à l'ancien régime. Par exemple, en 1820, la loi électorale, qui est déjà très restrictive, est rendue encore plus restrictive par des mesures réactionnaires de la part des ultra-royalistes. En 1820, encore une fois, la censure de la presse est rétablie, de manière à ce que les libéraux, les constitutionnels ne puissent pas s'exprimer et contester l'ordre établi. En 1824, Louis XVIII décède et il est remplacé donc par un nouveau roi, son frère, Charles X. Charles X est aussi le frère de Louis XVI, et Charles X est plus réactionnaire que Louis XVIII. Charles X est vraiment tourné vers le passé, il est un grand admirateur de l'Ancien Régime, et on a l'impression d'un retour au faste, à l'ostentation de la période d'avant 1789, avec Charles X, alors qu'avec Louis XVIII, il y avait une tentative de tempérer ces relents réactionnaires de la part de la noblesse. De sorte qu'entre 1824 et 1830, période de la chute de Charles X, durant la Révolution de 1830, la France y gouvernait très à droite, gouvernait d'une manière très conservatrice, très réactionnaire, et l'on parle même d'un tandem du trône et de l'autel. C'est-à-dire que la religion catholique était mobilisée pour soutenir la monarchie absolutiste, de sorte que les Français voyaient un pays, leur pays était dirigé par un roi d'un autre siècle,